On a rendez-vous du côté de Big Sur, sur la côte californienne, avec Aldous Huxley, pour l'inspiration. Et soudain, Will se souvint de tout. Il était à Pala, l'île interdite, qu'aucun journaliste n'avait jamais visitée. Les falaises se dressaient autour de lui, des arbres et des buissons poussaient entre ces murs de calcaire gris. Bienvenue à Pala, une société idyllique sur une île isolée, où se rencontre le meilleur de l'Orient et de l'Occident, loin des excès de la société moderne. Pas d'armée, pas d'argent. Les hommes libres méditent, respectent les ressources et les individus. Les enfants, éduqués dans différents foyers grâce à un club d'adoption mutuelle, initiés à la psychologie, aux sciences, ont un esprit ouvert. Cette société prospère depuis 120 ans lorsqu'un journaliste naufragé, Will Farnaby, la découvre. Will est le héros du roman philosophique « Île » de l'écrivain Aldous Huxley, rédigé l'année précédant sa mort, en 1962. D'origine britannique, Huxley vit en Californie depuis la fin des années 30, depuis le succès mondial de son roman « Le meilleur des mondes », dont Île est le contre-pied. Une alternative à la vision angoissante de l'avenir qu'Huxley a prédit à l'humanité. Un ouvrage testament qui reflète l'idéalisme de cet universitaire avant-gardiste, pourfendeur du capitalisme, penseur de l'écologie et précurseur du New Age. The menaces to individual liberty which seem to me to be in existence in the world today, I think there are very grave threats. Ce regard sur le monde occidental, Aldous Huxley l'a aiguisé avec des voyages en Inde et en Asie du Sud-Est. En 1937, à 43 ans, il choisit de vivre en Californie. Imprégné de mysticisme oriental, Huxley fait cependant un choix paradoxal, habiter à Los Angeles, sur les collines d'Hollywood, pour écrire des scénarios. C'est un peu le comble de l'ironie qu'Huxley se soit installé à Hollywood, qui est d'une certaine façon un bastion du capitalisme, du mercantilisme et du consumérisme. Mais c'est Huxley. Huxley habite sur Mulholland Drive, près du panneau Hollywood. Un point d'observation idéal du Los Angeles mondain dans lequel il évolue et que très vite, il rejette. Il faut dire qu'Hollywood n'avait pas fait bon accueil à Huxley et qu'il n'en était pas content. Comme nombre d'écrivains de son temps, il est venu ici en imaginant que son style romanesque pourrait être transposé au cinéma. Et ça n'a pas été le cas. L'univers clinquant d'Hollywood, reflet du matérialisme à outrance de l'American Way of Life. Dans son roman « Île », Huxley alerte les générations suivantes du péril qui les guette. Par exemple, à quoi sont destinés les garçons et les filles en Amérique? Réponse: à la consommation en masse. Et les corollaires de la consommation en masse sont les communications en masse, la publicité en masse, les narcotiques en masse, sous forme de télévision, de tranquillisants, de réflexions positives et de cigarettes. Huxley était profondément méfiant et même offensé par la notion de capitalisme, de consommation, de tout ce qui fait courir les masses. Huxley pensait que l'humanité était en train de renoncer volontairement à sa liberté pour d'autres choses, des choses qui brillent, mais qui en fait sont superficielles et insaisissables. Je pense qu'Huxley serait à la fois étonné et pas du tout surpris de la société dans laquelle nous vivons maintenant. C'est une sorte de meilleur des mondes dans lequel nous renonçons volontairement à nos libertés pour recevoir des likes et pour que notre image soit diffusée sur des plateformes comme Facebook ou Instagram. Ce que nous échangeons pour ça, pour pouvoir faire partie du système,
C'est ce dont Huxley nous avait avertis avec Le meilleur des mondes. Mais durant les années 50, sous le soleil d'une Californie faite de plages, de déserts, de montagnes et forêts, émerge une communauté qui pense le monde différemment. Des écrivains scientifiques ou des psychanalystes. Huxley souffre d'une maladie qui détermine son identité, une perte progressive de la vue. Espérant la retarder, il se livre avec eux à des expériences liées au cerveau, à la perception. Il absorbe du LSD chez lui, veillé par un témoin, puis entre en état de conscience modifié et part en pèlerinage dans les hauteurs d'Hollywood. Des explorations qu'Huxley, demeuré un universitaire multipliant les conférences à travers le pays, condense dans des essais. La philosophie éternelle, publiée en 1945, et Les portes de la perception, en 1954, sont la toile de fond idéologique de son roman « Il ». La magie ne recommença à opérer que lorsque nous descendîmes dans un faubourg nouveau et que nous roulâmes entre deux rangées de maisons. Là, en dépit de la hideur toute particulière de l'architecture, il y eut des renouveaux d'autreté transcendantale, des soupçons du paradis de la matinée, des cheminées en briques et des toits en simili-tuiles vertes luisaient au soleil, comme des fragments de la Nouvelle Jérusalem. Le fait que Huxley fasse usage d'hallucinogènes et de psychotropes était tout à fait cohérent avec les idées qu'il développe dans son essai « La philosophie éternelle ». C'est une manière d'appréhender les détails de ce monde, de leur accorder une attention accrue. En même temps, c'est une compréhension élargie du vaste monde et de notre place dans celui-ci. Un mur de stuc avec une ombre le traversant obliquement, nu mais d'une beauté inoubliable, vide mais chargé de toute la signification et de tout le mystère de l'existence. Devenu végétarien, initié à la méditation, Huxley pratique le yoga dans ce temple d'inspiration orientale situé en plein Hollywood. Venus de tous horizons, les initiés qui le fréquentent aujourd'hui suivent, comme Huxley en son temps, les préceptes d'une philosophie indienne appelée Vedanta. Huxley cherchait toujours à aller voir sous la surface des choses. Et ce qu'il a trouvé, c'est la philosophie éternelle, la confluence de toutes les religions dans une seule et unique. Huxley était un croyant, il était védantiste. Il croyait en la bonté de l'humanité. Huxley poursuit ses expériences hallucinatoires avec de la mescaline et imagine dans Il un psychotrope, le remède moksha que les membres de sa communauté fictive consomment pour leurs séances de méditation. En termes théologiques, dit Vijaya, le moksha nous prépare à recevoir des grâces données, vision pré-mystique parfaite. La méditation est l'un des moyens par lesquels nous coopérons à ces grâces gratuites. Huxley croyait que toutes les philosophies étaient de nombreux chemins qui mènent vers le même sommet. Cette lumière intérieure peut être comparée à l'espace. Elle ne connaît pas de limite. Pourtant, elle est toujours là, toujours auprès de nous. On ne peut la saisir et l'on ne peut s'en défaire. Elle va son propre chemin. Souvent, Huxley s'éloigne de la tentaculaire Los Angeles, saturée par le trafic automobile, avec, selon ses propres mots, des sièges ramollis pour des derrières ramollis. Il longe le littoral pacifique vers San Francisco pour un îlot préservé, Big Sur. Comme le protagoniste de son roman, Will Farnaby, Huxley est conquis par la société utopiste qui a investi cette côte sauvage. Des artistes et des intellectuels en quête d'un sens à leur vie, les vétérans de la Beat Generation
et d'autres esprits libres qui vivent en fusion avec la nature. Cette côte derrière moi, où les vagues se brisent sur le rivage, la nature exceptionnelle, toutes ces choses se conjuguent pour faire de Big Sur cet endroit emblématique. Aldous Huxley s'est lui-même inspiré de ce long paysage littoral quand il est venu ici. Ici, la nature n'était plus simplement naturelle. Le paysage avait été composé. Il avait été réduit à sa géométrie essentielle et s'exprimait en ses lignes sinueuses, ses bandes de couleurs éclatantes. Sur la ligne côtière de Big Sur, en contrebas des montagnes de Santa Lucia qui se dressent au-dessus de l'océan Pacifique, le psychologue Dick Price et l'écrivain Michael Murphy, inspirés par les théories d'Huxley, fondent en 1962 l'Institut Esalen. Huxley se sait atteint d'un grave cancer, mais il y donne des conférences sur les potentialités de l'être humain. Esalen, nommé ainsi en hommage à la tribu des natifs amérindiens qui habitaient ces terres, devient le berceau du mouvement New Age. Durant les années 50, Aldous Huxley a été le premier à venir à Big Sur, alors que la consommation de masse en Amérique est devenue omniprésente. Je pense que ce qui s'est passé ici, sur la côte ouest, est lié aux philosophies orientales, qui ont tracé leur chemin jusqu'ici, à cette époque. Vous vous tenez là, simplement, les muscles détendus et l'esprit ouvert au soleil et aux nuages. Ouvert à la distance et l'horizon, ouvert enfin au non-exprimé indicible. Mais le pessimisme d'Huxley l'emporte. Dans son roman « Île », sa société utopiste est confrontée aux occupants d'une île voisine, industrielle et conquérante, à l'image de ce qu'ont vécu les Amérindiens. Huxley achève son livre en disant que l'utopie est menacée, puis finalement détruite par ces forces extérieures intrusives qui l'occupent. Et enfin, démantèle certains des plus beaux aspects de cette culture. Et en guise d'avertissement, Huxley attribue ses paroles prophétiques à un sage de sa communauté idéaliste. L'armement, l'endettement universel et la routine. Voilà les trois piliers de la prospérité occidentale. Si la guerre, le gaspillage et les prêteurs étaient abolis, vous vous écrouleriez. Le roman « Île » est publié en 1962, mais Huxley en est au dernier stade de son cancer. Il décide alors d'organiser son ultime voyage. Le 22 novembre 1963, sur son lit de mort, il demande à son épouse Laura de lui administrer 100 mg de LSD, un dosage équivalent au remède moksha utilisé par les protagonistes de son roman « Île ». Huxley entre alors dans un état de béatitude extatique avant de s'éteindre paisiblement à 69 ans dans cette Californie transformée par sa pensée novatrice. Bien avant la découverte du LSD en Suisse, les peuples autochtones de Californie, eux, avaient déjà découvert des plantes qui font planer. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer dans cette grotte située à 80 km de Santa Barbara en Californie? Les chercheurs y ont trouvé de drôles de peintures, de formes diverses et variées. Une représente notamment un moulinet tourbillonnant. On a du mal à savoir, peut-être aussi parce que le peintre n'était pas tout à fait dans son état normal quand il s'est attelé à l'ouvrage. Dans les fissures des parois, les chercheurs ont retrouvé des résidus mâchés d'une plante appelée datura.
qui a à peu près les mêmes propriétés que l'ayahuasca ou le peyote, c'est-à-dire plante hallucinogène. Mâcher du datura, et c'est la plane assurée, il est possible que ces peintures aient été réalisées sous substance. On peut se demander cependant pourquoi avoir planqué ce reste de datura dans les fissures des parois. Est-ce que les stupes de l'époque ont débarqué en disant « contrôle d'identité » ? L'époque, c'est entre le XVIe et le XIXe siècle, quand cette grotte était utilisée par la tribu amérindienne qui vivait là, les Chumash. Il est probable que les chamans des Chumash venaient ici pour des cérémonies rituelles et peignaient sur la pierre leurs visions hallucinées. À moins que ce ne soit pour signaler « ici, on consomme du datura », comme dans certains quartiers où l'on trouve écrite sur les murs la liste de tous les produits disponibles. La fleur de datura ressemble d'ailleurs étrangement à ce moulinet. Pour les Chumash, le datura était une plante sacrée qui permettait de voir le futur, mais aussi de soigner, de repousser les fantômes et même de retrouver les objets perdus. Les Chumash savaient d'ailleurs parfaitement la doser, consommer en excès et c'est la mort assurée. Mieux que Rickazaray et son manuel de médecine naturelle, les Chumash ont pourtant finalement été contraints d'arrêter cette drogue interdite par le gouvernement américain, avec une certaine hypocrisie, puisque le pays figure aujourd'hui parmi les plus gros consommateurs de cocaïne et de cannabis. Bien avant Aldous Huxley, les Chumash ont défoncé les portes